Ina, podcast. Salut, c'est Clara de l'Ina. Cette semaine, dans La vie d'avant, je vous emmène à la rencontre de Monsieur Quignon. Il est né et a grandi dans une petite ville des Yvelines, près de la forêt de Rambouillet. On est en 1978 et il nous raconte la vie quotidienne à Gambé. Mais au fait, Gambé, vous connaissez ? C'est dans cette petite ville bien tranquille que Landru, l'un des premiers serial killers français, a fait disparaître 10 femmes dans sa cuisinière en pleine Première Guerre mondiale. Monsieur Quignon, est-ce que je peux vous demander en quelle année vous êtes né ? Je suis né ici à Gambé en 1902. Alors vous avez connu le début du siècle, hein ? Oui, très bien. Et comment la vie se passait-elle à Gambé ici, par exemple ? C'était une vie très simple parce que Gambé était un petit pays tranquille, vous savez, avec un millier d'habitants, tous des paysans. Les uns étaient paysans laboureurs, les autres bûcherons, braconniers à l'occasion. Les paysans qui étaient toute la journée derrière leurs chevaux, vous savez, faisaient de sacrées journées. Et on voyait, par exemple, dans les rues, on voyait des gabarres, des charrettes de ferme, transportant le foin, transportant le blé à la moisson. Et également, comme nous sommes en bordure de la forêt de Rambouillet, il y avait de gros fardiers qui transportaient les arbres ou le bois. On se chauffait surtout au bois plus qu'au charbon. Gambé vivait tout à fait fermé sur lui-même. Hein. Ouais. Les gens ne quittaient pas le pays, à vrai dire. Parce qu'il y avait, comme aujourd'hui déjà, boulanger, épicier, marchand de vin, charcutier, boucher, etc. De ce côté-là, Gambé était bien pourvu en commerçants. Le pays ne comportait beaucoup de petites maisonnettes avec un jardin. Et par conséquent, les gens avaient leurs légumes et leurs fruits. Ils avaient également leurs poules et leurs lapins. C'était des maisons qui n'étaient pas confortables comme celles d'aujourd'hui. Hein. Il n'y avait pas d'éclairage électrique. On s'éclairait donc au pétrole et même à la bougie. Il n'y avait pas l'eau courante et par conséquent, on allait chercher de l'eau dans les puits avec un seau. Et s'il fallait faire sa toilette, bien parfois, on mettait de l'eau dans une bassine, de l'eau chaude dans une bassine, et puis on savait comme on pouvait. Il n'y avait pas de salle d'eau. Sur un autre plan, par exemple, il y avait les tinettes, hein, les cabinets. Dans beaucoup de maisons, les cabinets, c'était de petites baraques au fond du jardin, avec une cuve, quoi. Et dans les maisons, c'était pareil. Les lessives ne se faisaient que 2 ou 3 fois par an, à l'aide d'un grand cuveau dans lequel on entassait tous les draps. Vous savez, elle avait une pile et il y avait le linge de 5 mois, quoi. Et puis alors, il y avait une coulotte, on versait de l'eau dans le cuveau, l'eau redescendait jusqu'à un chaudron où elle se chauffait, et puis on la reprenait avec une louche, on reversait ça là-dedans, ça demandait une demi-journée pour faire une bonne lessive. Et alors ensuite, il fallait aller jusque dans un lavoir communal pour rincer le linge dans la rivière. Alors je suppose qu'il y avait un médecin ici. Ah oui, il y avait. Vous l'avez connu ? Ah, j'ai bien connu le médecin. C'était un médecin qui avait un fort accent du Nord. Et évidemment, un médecin de la vieille époque, qui soignait ses rhumes avec des boules de gomme et des petits pernots. Et il faisait fonction d'arracheur de dents. Alors, quand on voyait arriver un pauvre type avec la figure couverte d'un grand pansement, un quart d'heure plus tard, on l'entendait broyer, parce qu'il arrachait les dents avec un davier, mais sans anesthésie, hein, sans piqûre. Vos parents étaient originaires d'ici ? Ah oui. Mes parents, il y a 3 générations qui ont vécu ici. D'abord dans le haut du pays, dans la forêt. Puis alors mon père s'était installé là en 1900. Et qu'est-ce qu'ils faisaient, eux ? Eh bien, mon père était cabaretier, coiffeur et musicien. Parce qu'il jouait aussi bien de la clarinette que du violon. Et c'était lui qui faisait danser les danses et qui engageait... Il chantait bien. Et alors, il engageait les gens à chanter aussi. Et votre mère ? Eh bien, ma mère, elle était l'épicière. Et elle tenait une épicerie, là, dans le centre du pays. On y trouvait de tout. Aussi bien des pois cassés, des conserves, des bonbons, n'importe quoi. Elle vendait également des fruits. Elle vendait en particulier des pruneaux secs de Californie, des oranges. Mais les oranges, en ce temps-là, se vendaient à la pièce. C'était un fruit de luxe, un fruit d'or. Simplement à l'occasion de Noël. Un gosse qui recevait une orange dans son sabot avec un paquet de bonbons était gâté. Quand, si on lui avait parlé de banane, elle ne savait pas ce que c'était.
Moi, j'ai mangé ma première banane quand j'avais 20 ans, par exemple. Par contre, on avait déjà des conserves de sardines, de maquereaux et autres. Et en particulier, on vendait pour les hors-d'œuvre des saumons en boîte. Et pour le dessert, des boîtes d'ananas. Ça existait déjà. Si bien qu'un jour, dans un banquet de Sainte-Barbe, on a fait manger des ananas au kirsch aux paysans qui étaient là. Et il lui a demandé qu'est-ce que c'est que ce dessert. Elle dit, c'est de la betterave, mon gars. Alors le type qui n'avait jamais mangé des ananas si sucrés, a dit, quand je vais rentrer, je vais dire à ma mère qu'elle m'en fasse, puisqu'il avait des betteraves, c'était un fermier. L'épicerie a été vendue après la guerre de 1920, n'est-ce pas? Et actuellement, ça a changé. C'est une brocante. Alors, dans la vitrine d'angle, par exemple, où l'on voyait des bocaux de bonbons, eh bien, vous verrez des lampes et un tas d'articles de brocante, quoi. Vous avez été à l'école dans le pays. Comment était l'école à cette époque-là? La première classe était une salle unique dans ce qui sert actuellement de mairie, n'est-ce pas? On chauffait les poêles au bois et on s'éclairait au pétrole, évidemment. Attends, le marquis fournissait gratuitement les stères de bois et les tombereaux de sable qui permettaient d'avoir une belle cour pour jouer. Puis alors, le soir après la classe, c'était le jeu de gamelle, avec une gamelle et puis des cailloux. C'est quoi ça, le jeu de gamelle? Il s'agissait de culbuter de gamelle à 4 ou 5 mètres de soi, et sans se faire prendre par celui qui défendait la soupe, on disait la soupe. Alors quand la gamelle était culbutée, il fallait que le gamin ramasse rapidement sa gamelle bosselée, au risque de recevoir un caillou. Alors naturellement, il fallait aller chercher ses pierres aussi. Est-ce que vous regrettez cette époque, alors? Bien sûr, parce que c'est l'époque de ma jeunesse. Uniquement pour ça? C'est-à-dire que la vie était beaucoup plus simple. On n'avait pas de soucis, comprenez-vous, il n'y avait pas de radio. Il n'y avait pas d'aujourd'hui, madame, il n'y avait pas de télé. Hein? Et alors, on discutait surtout des faits locaux, n'est-ce pas? Mais on ignorait tous les grands drames de la Terre. On ne s'occupait pas des guerres, ça vous tombait brusquement sur le dos, comme en 14. À l'époque, dans les campagnes, on était bien loin de la fatigue informationnelle. Voilà, c'est la fin de cet épisode de La vie d'avant, produit par Lina. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles s'il vous a plu, et abonnez-vous pour ne louper aucun épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La vie d'avant.